Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la novlangue. Le terme de novlangue a été inventé par l'écrivain George Orwell dans son roman 1984. C'est un terme qui est redevenu à la mode depuis quelque temps, notamment pour désigner un certain jargon politico-médiatique. Et la novlangue, ou le novlangue, tout dépend des traductions, ça désigne un langage, ça désigne un mode d'expression qui a pour but de nous empêcher de formuler certaines idées et donc, par voie de conséquence, de nous empêcher de concevoir certaines idées. La novlangue, c'est une transformation de la langue, une transformation des mots et de la grammaire destinée à rendre impossible toute pensée subversive. Le postulat de la novlangue, c'est que nous pensons d'abord à partir de mots, c'est que les mots qu'on emploie déterminent notre pensée, et que donc, plus le langage est appauvri, plus la pensée qui en découle sera elle-même appauvrie. En d'autres termes, appauvrissez la langue, et vous rendrez impossible toute pensée contestataire. Il va donc y avoir beaucoup de choses à dire sur cette novlangue, tant sur le plan linguistique que sur le plan politique et philosophique. Mais avant d'analyser ça, quelques mots sur le contexte. 1984, c'est un roman écrit par Orwell en 1948. D'ailleurs, le choix de cette date, 1984, vient de l'inversion des deux derniers chiffres de son année d'écriture, 48. C'est donc ce qu'on appelle un roman d'anticipation. Et ce qu'a voulu décrire Orwell dans 1984, c'est une société totalitaire au sens moderne, c'est-à-dire qui régit la totalité des comportements, qui régit la totalité non seulement des actions des individus, mais aussi, et plus fondamentalement encore, de leurs pensées. Un régime totalitaire, ce n'est pas un régime qui contraint seulement les corps. C'est un régime qui contraint les esprits. Parce que dès lors qu'on domine les esprits, il n'y a plus besoin de dominer les corps. Partant du principe que nos actions sont le résultat, sont la conséquence de nos pensées, en influençant les pensées, on influence les actions. On les influence à la source. C'est ce que Marx appelait l'aliénation, la dépossession de nos consciences, l'expropriation de nos consciences. Et donc, croire que le totalitarisme se caractériserait par le recours à la force, c'est passer complètement à côté de l'essence du totalitarisme, à savoir le contrôle des esprits. Quand on contrôle les esprits, on n'a plus besoin de contrôler les corps. On peut laisser les individus agir librement, pour ainsi dire, puisque les laisser agir, c'est les laisser accomplir ce qu'on aura introduit dans leur esprit. Dans un régime totalitaire abouti, dans un régime totalitaire mature, la contrainte physique n'a pas lieu d'être. Car la contrainte physique signifie qu'on n'a pas correctement manipulé les esprits. Je vous renvoie à mon épisode sur Edward Bernays, Comment manipuler l'opinion. Bernays qui montre bien qu'en matière de domination, la manipulation des esprits est infiniment plus efficace que n'importe quelle pression physique. Quand quelqu'un vous menace physiquement, vous ne pouvez pas ignorer qu'il vous menace. Vous sentez la contrainte s'exercer sur vous. Un pistolet sur la tempe, c'est un message clair. Alors que la manipulation mentale, ou en tout cas la manipulation mentale réussie, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Parce que la manipulation mentale joue sur des ressorts intellectuels, sur des ressorts émotionnels, c'est-à-dire sur des ressorts intérieurs. La contrainte physique est extérieure, donc visible, tandis que la manipulation mentale est intérieure, donc
invisible. Quand on est sous l'emprise d'une manipulation mentale, on ne se rend pas compte qu'on est sous l'emprise d'une manipulation. Par définition. C'est toujours après coup, c'est-à-dire quand on en est sorti, quand on s'en est libéré, qu'on peut dire qu'on était manipulé. Jamais pendant. Et c'est pour ça qu'Edward Bernays disait que la démocratie était paradoxalement le régime le plus adapté à la domination des masses. Parce que c'est le régime le plus adapté à la manipulation de l'opinion. Dans une démocratie, pas besoin d'armée. L'information suffit. L'information, la publicité, l'idéologie, tout ce qui œuvre à la conformation des esprits. Tout ce qui œuvre à la persuasion. Parce que quand on est convaincu d'une idée, on n'a pas besoin de nous l'imposer. On se l'impose nous-mêmes. Et donc, le mot d'ordre de la propagande moderne, c'est la liberté. La liberté de s'imposer soi-même un mode de pensée conçu comme provenant de l'intérieur, mais trouvant son origine réelle dans un conditionnement extérieur. C'est ça la force de la propagande. La conviction. La conviction d'être le maître de nos pensées, d'être le capitaine de nos pensées, sans voir que dans un autre contexte idéologique, nos pensées n'auraient pas du tout été les mêmes. Remarquez comme dans nos démocraties modernes, on est adepte du penser par soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, penser par soi-même ? On pense toujours à partir de quelque chose. On pense toujours à partir d'une matière première, d'une matière idéologique première. Or, cette matière première, on ne la choisit pas. On la reçoit. Et le langage, c'est la première des matières premières de notre pensée. Le langage, c'est ce qui structure notre pensée au-delà du contenu de notre pensée. Et bien la novlangue, c'est l'intervention du langage dans les prémices de notre pensée, dans les murs porteurs de notre pensée. Et comprendre ça, c'est comprendre en quoi, comme le disait Wittgenstein, les limites de notre langue sont les limites de notre monde. Donc pour en revenir à 1984, c'est l'histoire d'un homme, Winston Smith, qui vit à Londres, sur le territoire d'Océania, l'un des 3 grands blocs territoriaux, avec Eurasia et Estasia. Et le métier de Winston, c'est employé du ministère de la vérité. Donc évidemment, il y a un côté volontairement ironique et caricatural dans cette appellation, ministère de la vérité. Mais après tout, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'URSS, le journal d'information officiel du Parti communiste s'appelait la Pravda, ce qui signifie la vérité. Et d'ailleurs, de nos jours, les grands journaux possèdent bien leur cellule de fact-checking, c'est-à-dire de vérification des faits. Donc revendiquer le monopole de la vérité quand on est le pouvoir, c'est un peu le b.a.-ba. Donc Winston officie au commissariat des archives historiques d'Océania et son travail consiste à manipuler ces archives de sorte à les faire correspondre à la ligne officielle de l'ANCSOC, qui est le parti officiel d'Océania. Donc il va détruire des documents compromettants, ou il va au contraire fabriquer des documents dans le sens des intérêts du parti. Selon l'idée bien connue que qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle les mémoires contrôle les volontés. C'est quelque chose qui a été largement étudié, le rapport au passé, l'influence du rapport au passé dans les opinions du présent.
et la manipulation des faits historiques, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'ancrer dans les esprits l'idéologie qui servira le mieux les intérêts du pouvoir. Mais le problème avec Winston, c'est qu'il a conscience qu'en travaillant pour les intérêts du parti, il travaille contre les intérêts de la vérité. En d'autres termes, ce qui se pose à lui, c'est un cas de conscience. Parce qu'il sait que s'il affiche son scepticisme à l'égard du parti, son scepticisme à l'égard des mensonges prétendument bienveillants du parti, il risque l'arrestation par la police de la pensée. Police de la pensée qui traque ce qu'Orwell appelle les crimes de pensée. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que l'État totalitaire moderne est celui qui a déplacé l'objet de la répression du corps à l'esprit, de l'action à la conscience. En d'autres termes, l'État totalitaire n'est pas celui qui veut empêcher l'acte subversif. L'État totalitaire est celui qui veut empêcher la possibilité de l'acte subversif. Vous voyez la différence? Parce que dès lors qu'il existe une possibilité que le pouvoir soit menacé, il existe une probabilité, c'est-à-dire un risque qu'il soit menacé. Et un pouvoir digne de ce nom ne prend pas de risque avec les menaces. C'est pourquoi, du point de vue de Langsock, la notion de crime de pensée ou de police de la pensée n'a rien de choquant. Parce qu'un crime commence par l'idée du crime. Remarquez que dans nos sociétés, il existe ce qu'on appelle le délit d'opinion. D'ailleurs, le terme est assez mal choisi parce qu'en réalité, le délit d'opinion concerne l'expression de certaines opinions et non ces opinions à proprement parler. Mais s'il existait une technologie capable de savoir ce que l'on pense sans l'avoir exprimé, une technologie capable littéralement de lire dans nos pensées, la question se pose de savoir ce qu'il adviendrait de ceux qui ont des opinions interdites. Ce n'est pas pour rien qu'on a forgé l'expression de terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel, c'est l'ensemble des procédés qui visent, dans un premier temps, à réprimer l'expression de certaines idées, et dans un deuxième temps, à réprimer jusqu'à la conception de ces idées. C'est pas très compliqué de criminaliser la pensée. Il suffit d'en criminaliser l'expression, et l'éviction sociale se chargera de nous en faire avoir honte. Donc c'est à ce petit jeu-là que Winston refuse de se plier. Et ce n'est évidemment pas un hasard si Orwell a choisi de faire de son personnage un employé des archives historiques, parce que ça signifie que les pensées auxquelles Winston doit se soumettre portent sur des faits. Or un fait, c'est objectif. La signification et l'interprétation d'un fait, c'est subjectif. Mais le fait en lui-même, c'est objectif. Donc quelqu'un qui a une conscience qui fonctionne, c'est quelqu'un qui ne peut pas ignorer qu'en effaçant un fait de l'histoire, ou en inventant un fait qui n'a jamais eu lieu, il ment. Il ment, et il sait qu'il ment. Et c'est cette conscience qui provoquera sa perte. Et donc c'est là qu'on en arrive à la novlangue, à savoir que pour éviter ce genre de situation où la distinction entre la vérité et le mensonge a encore un sens, cette situation où le langage permet encore de différencier une chose et son contraire, et donc potentiellement d'exprimer une critique à l'égard du pouvoir, il faut effacer jusqu'à la possibilité d'une telle critique. Autrement dit, effacer non pas seulement des faits, non pas seulement des informations, mais effacer des idées, effacer des pensées. Et le meilleur moyen d'effacer des pensées, c'est d'effacer les mots
qui permettent d'exprimer cette pensée. Alors concrètement, comment la novlangue fonctionne-t-elle ? Elle fonctionne sur deux principes, la réduction et la dissonance. Commençons par la réduction. La réduction, ça veut dire que la novlangue se caractérise par la suppression de certains mots jugés inutiles. En supprimant des mots, donc en réduisant l'étendue du vocabulaire, on induit un appauvrissement de la pensée. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre sur le plan psycholinguistique, à savoir que nos idées sont dépendantes des mots qu'on utilise. Dépendantes, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, qu'on pense à partir de mots. Les mots sont la matière de notre pensée. Et donc, moins on a de mots pour s'exprimer, moins on a d'outils pour penser. Moins on a de mots, moins il est possible de construire des raisonnements complexes ou des raisonnements nuancés. Avoir du vocabulaire, ce n'est pas seulement pouvoir frimer devant ceux qui en ont moins. C'est d'abord être en mesure de désigner précisément les choses, de renseigner précisément. 5000 mots, c'est le nombre moyen de mots utilisés par un Français. Sachant que la langue française comporte environ 100 000 mots. Donc on utilise à peu près 5% du lexique disponible. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les informations strictement pratiques, 300 mots suffisent. Donc, moins on a de vocabulaire disponible, moins on est en mesure d'aller vers l'abstraction. Et sans abstraction, sans capacité spéculative, on ne peut pas penser le monde. Penser le monde au sens de penser au-delà de la simple désignation des choses concrètes. Le concept même de pouvoir au sens de pouvoir politique, ça implique une capacité d'abstraction. Parce que le pouvoir, ce n'est pas une entité physique. L'État n'est pas une entité physique. La liberté n'est pas une entité physique. Et pourtant, ce sont des concepts fondamentaux, des concepts indispensables même, pour pouvoir penser notre condition. Donc, moins on dispose de mots, plus le pouvoir est tranquille. Croire que le pouvoir chercherait à favoriser l'élitisme intellectuel ou l'élitisme scolaire, c'est passer complètement à côté des mécanismes réels de la domination des masses, à savoir la déculturation. Ce que Jean-Claude Michéa, lui-même disciple d'Orwell, appelait l'enseignement de l'ignorance. En appauvrissant la langue, on appauvrit l'esprit critique. On appauvrit nos moyens de production critique. Donc la novlangue, ça consiste à expurger des dictionnaires tous les mots qui traduisent une nuance, tous les mots qui traduisent une subtilité, ou du moins ce que le pouvoir considérera être une subtilité. On va prendre un exemple qu'on trouve dans 1984, le mot « excellent ». Dans la novlangue, le mot « excellent » n'existe pas. Pourquoi ? Parce que « excellent », c'est une amplification de l'adjectif « bon ». Donc, dans la novlangue, au lieu de dire qu'une chose est excellente, on dira qu'elle est double plus bonne. Au lieu de dire qu'une chose est mauvaise, on dira qu'elle est un bonne. Un étant le préfixe privatif. Autrement dit, l'expression de la nuance ne passe plus par des mots différents, elle passe par des préfixes de quantification. Plus ou moins. Double plus ou double moins. Donc par la simplification et la mécanisation des opérations linguistiques.
C'est ça, le principe de réduction. Appauvrir le langage, appauvrir les possibilités de combinaison lexicale, de sorte à produire une pensée structurellement incapable de désigner certaines réalités. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'aujourd'hui, on entend parfois l'idée que l'appauvrissement du langage ne serait pas si grave que ça. Que finalement, étant donné qu'on peut fonctionner sur le plan pratique avec quelques centaines de mots, il faudrait arrêter de vouloir à tout prix que les jeunes aient du vocabulaire, que c'est pas si important de faire des fautes de grammaire, bref, qu'il faudrait arrêter de fétichiser la langue. Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut. Si on se fiche d'avoir des outils pour mieux penser le monde, si on voit le langage comme la simple émission de signaux sonores, comme chez les baleines, oui, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir un répertoire de 60 000 mots. Mais si on estime qu'avoir des outils linguistiques peut aider à penser la réalité et à penser notre condition, alors là, le problème a du sens. Et ce que montre Orwell, c'est justement que la prison du langage pauvre est une prison sans clé. Parce que pour voir la pauvreté du langage comme un problème, il faudrait posséder le langage permettant de voir en quoi c'est un problème. Donc on n'en sort pas. Littéralement. Celui qui n'a pas les outils pour penser sa propre domination est condamné à ne jamais être conscient de sa domination. C'est une tautologie. En d'autres termes, en privant les individus de leurs outils d'analyse et d'interprétation du monde, on s'assure qu'ils ne soient jamais en position, qu'ils n'aient même jamais la volonté de s'opposer à quelque pouvoir que ce soit. Comment peut-on s'opposer à un pouvoir si on n'est même pas conscient que ce pouvoir existe? Appauvrir le langage, c'est tuer dans la conscience des hommes la pensée qui aurait pu faire naître dans leur cœur leur désir d'être libre. Pas de désir de liberté sans conscience de notre asservissement. Et pas de conscience de notre asservissement sans mots pour exprimer l'asservissement. Je citais tout à l'heure la phrase de Wittgenstein, « Les limites de notre langue sont les limites de notre monde. » De notre monde, c'est-à-dire de notre monde mental, de notre univers mental. Or, ce que nous appelons la réalité, ce n'est rien d'autre que la réalité perçue et pensée par l'individu. On aura beau vous dire qu'en réalité, le ciel est rouge, vous continuerez à le percevoir comme étant bleu. Et bien de la même façon, si vous n'aviez jamais entendu parler de liberté, vous ne sauriez pas ce qu'être libre veut dire. D'ailleurs, dans 1984, le mot libre n'a plus du tout la même signification. Libre ne veut plus dire émancipé ou indépendant, mais inoccupé. Comme dans la phrase « la voie est libre ». Donc quand on parle de réduction du langage, ça inclut également l'élimination des significations secondaires et figurées. Vous savez que le français est très riche en sens figuré. D'ailleurs, dire que le français est riche, c'est déjà parler au sens figuré. Eh bien, si vous éliminez les significations secondaires et métaphoriques, vous supprimez non seulement des possibilités d'expression, mais vous supprimez également toutes les relations analogiques. Tout ce qui fait que vous pouvez établir des relations, des comparaisons et des parallèles entre les choses. On en revient à l'idée que sans l'abstraction, il y a tout un pan de la réalité qui échappe à notre champ de conscience. Tout ce qui relève du spirituel et du métaphysique, d'une part, mais aussi tout ce qui relève du politique. Si le mot libre se réduit à son sens courant d'inoccupé, ça veut dire que vous pouvez vivre toute votre existence
sans ne serait-ce que vous poser la question de votre liberté. Un monde dans lequel le concept de liberté n'existe pas, c'est un monde dans lequel l'esclavage ne posera jamais aucun problème. Car pour que l'esclavage pose un problème, il faut le juger à l'aune d'un critère métaphysico-politique, c'est-à-dire à l'aune d'un critère abstrait, à savoir le critère de la liberté. Donc, sans concept de liberté, pas de concept d'esclavage. Donc pas de possibilité de penser l'esclavage. Et donc, pas de possibilité de s'opposer à l'esclavage. Le mot renferme l'idée. Et donc c'est là qu'on en arrive au deuxième principe de la novlangue, après le principe de réduction, le principe de dissonance. Dans 1984, il y a un principe qui régit la vie des citoyens, qui s'appelle la double pensée. La double pensée, c'est le fait que deux propositions qui s'opposent puissent être vraies en même temps. Vous connaissez la fameuse phrase d'Hamlet, « être ou ne pas être ». Bien dans la novlangue, ce serait plutôt « être et ne pas être ». Être et ne pas être, simultanément, c'est impossible. Logiquement impossible. Parce que les deux propositions s'excluent. De même qu'on ne peut pas simultanément monter et descendre, ou être éveillé et dormir. Eh bien, dans 1984, c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire que le langage admet que l'on puisse soutenir simultanément deux propositions contradictoires. On retrouve ça dans les slogans du parti, que vous avez sans doute déjà entendus. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Autrement dit, dans la novlangue, l'idée de contradiction logique n'existe pas. Et si l'idée de contradiction logique n'existe pas, alors il n'y a plus de vrai ni de faux. Si bien qu'on peut substituer à une proposition la proposition inverse, sans que cela ne pose de problème à la conscience. Si le pouvoir affirme une chose un jour, et qu'il affirme le contraire le lendemain, aucun problème. Aucun problème, parce que l'incohérence n'est pas un problème. Parce que l'incohérence n'existe même pas. Quand on critique le pouvoir, l'un des éléments les plus probants sur lesquels on peut s'appuyer, ce sont ses incohérences. Parce que l'incohérence affaiblit la confiance. Donc elle affaiblit l'adhésion. Mais si le pouvoir peut faire une chose et son contraire, sans que ce soit perçu comme une incohérence, dans ce cas-là, pas d'affaiblissement de la confiance. Alors oui, ça paraît étrange parce que nous, on vit encore dans un monde dans lequel la notion de contradiction a un sens. C'est-à-dire que la logique est pour nous un élément structurant. Un élément qui permet de dire que les choses ont du sens. Mais dans une logique totalitaire, le sens n'est pas nécessaire. Au contraire même, le sens est un obstacle. C'est un obstacle à l'obéissance aveugle. Le vrai pouvoir, c'est celui qui peut s'émanciper de tout, y compris de ses propres contraintes. Le vrai pouvoir, c'est celui qui peut désobéir à ses propres injonctions. Parce qu'en s'émancipant de ses propres contraintes, le pouvoir prouve son caractère absolu. L'incohérence n'est un problème que pour ceux qui font de la logique une contrainte à laquelle on doit se soumettre. En refusant de se soumettre à la logique, le pouvoir montre qu'il est le pouvoir. Et ce faisant, il apparaît comme plus puissant encore. On craint
d'autant plus la force qui ne se contraint pas. Donc la double pensée, c'est la dissolution de la logique élémentaire, de la logique fondée sur la distinction du vrai et du faux, et qui rend impossible, là encore, toute production d'un discours critique et subversif. Puisque pour que ce discours critique soit valable et cohérent, encore faut-il que la notion de cohérence ait un sens. Si tout est vrai et faux en même temps, comment un discours critique aurait-il plus de valeur et de pertinence que le discours qui affirme le contraire? Donc avec la double pensée, la dissonance cognitive n'est pas un problème, puisque la dissonance est le principe même. Et cette dissonance ne peut conduire qu'à l'inconsistance, car celui qui peut accepter deux choses logiquement contradictoires n'aura jamais aucune raison de se battre pour l'une d'entre elles. On se bat pour une cause, on prend les armes pour une cause, à partir du moment où on considère que cette cause est juste. Quelle est la cause juste? Mais si tout à coup, on estime qu'une cause est tout aussi juste que la cause contraire, pourquoi irait-on se battre pour l'une plutôt que pour l'autre? La double pensée est un paralysant de la contestation. Donc vous le voyez, la novlangue agit à plusieurs niveaux. Par le principe de réduction, elle agit sur la conscience des individus en rendant impossible la formation de certaines idées, la conceptualisation de certaines idées, donc la possibilité même de toute critique du pouvoir et de toute revendication de liberté. Et par le principe de dissonance, elle agit sur le comportement des individus en rendant absurde l'engagement en faveur d'une cause, puisque toute cause qui apparaît juste peut simultanément apparaître injuste. La novlangue, c'est l'instrument de domination ultime, puisque c'est l'instrument de domination qui se fait oublier comme instrument de domination, qui pénètre dans la conscience de l'être humain, jusqu'à effacer dans son âme le souvenir même de sa liberté. Je cite. La novlangue a été la langue officielle de l'Océania. Elle fut inventée pour répondre aux besoins de l'Angsoc, ou socialisme anglais. En l'an 1984, la novlangue n'était pas la seule langue en usage, que ce fût oralement ou par écrit. Les articles de fond du Times étaient écrits en novlangue, mais c'était un tour de force qui ne pouvait être réalisé que par des spécialistes. On comptait que la novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2050. Le but de la novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de l'Angsoc, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. Il était entendu que lorsque la novlangue serait une fois pour toutes adoptée et que l'ancilangue serait oubliée, une idée hérétique, c'est-à-dire une idée s'écartant des principes de l'Angsoc, serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. Le vocabulaire de la novlangue était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait, à juste titre, désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes. L'invention de mots nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu'elle fût, contribuaient à ce résultat. Ainsi, le mot libre existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé que dans des phrases comme « le chemin est libre ». Il ne pouvait être employé dans le sens ancien de liberté politique ou de liberté intellectuelle. Les libertés politiques et intellectuelles n'existaient en effet plus, même sous forme de concept. Elles n'avaient donc nécessairement pas de nom. En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi, et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. La novlangue était destinée, non à étendre,
mais à diminuer le domaine de la pensée, et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but. On voit par ce qui précède qu'en novlangue, l'expression des opinions non orthodoxes était presque impossible, au-dessus d'un niveau très bas. On pouvait naturellement émettre des hérésies grossières, des sortes de blasphèmes. Il était possible, par exemple, de dire « Big Brother est un bon ». Mais cette constatation, qui, pour une oreille orthodoxe, n'exprimait qu'une absurdité évidente par elle-même, n'aurait pu être soutenue par une argumentation raisonnée, car les mots nécessaires manquaient. Les idées contre Langsok ne pouvaient être conservées que sous une forme vague, inexprimable en mots, et ne pouvaient être nommées qu'en termes très généraux qui formaient bloc et condamnaient des groupes entiers d'hérésie, sans pour cela les définir. On ne pouvait, en fait, se servir de la novlangue dans un but non orthodoxe que par une traduction inexacte des mots novlangue en ancilangue. Par exemple, la phrase « tous les hommes sont égaux » était correcte en novlangue, mais dans la même proportion que la phrase « tous les hommes sont roux » serait possible en ancilangue. Elle ne contenait pas d'erreur grammaticale, mais exprimait une erreur palpable, à savoir que tous les hommes seraient égaux en taille, en poids et en force. En 1984, quand l'ancilangue était encore un mode normal d'expression, le danger théorique existait qu'en employant des mots novlangues, on pût se souvenir de leur sens primitif. En pratique, il n'était pas difficile, en s'appuyant solidement sur la double pensée, d'éviter cette confusion. Toutefois, la possibilité même d'une telle erreur aurait disparu avant 2 générations. Une personne dont l'éducation aurait été faite en novlangue seulement ne saurait pas davantage que égal avait un moment eu le sens secondaire de politiquement égal, ou que libre avait un moment signifié libre politiquement, que par exemple, une personne qui n'aurait jamais entendu parler d'échecs ne connaîtrait le sens spécial attaché à Rennes et à Tours. Il y aurait beaucoup de crimes et d'erreurs qu'il serait hors de son pouvoir de commettre, simplement parce qu'il n'avait pas de nom et était par conséquent inimaginable. Et l'on pouvait prévoir qu'avec le temps, les caractéristiques spéciales de la novlangue deviendraient de plus en plus prononcées, car le nombre des mots diminuerait de plus en plus, le sens serait de plus en plus rigide, et la possibilité d'une impropriété de terme diminuerait constamment. Lorsque l'ancilangue aurait, une fois pour toutes, été supplantée, le dernier lien avec le passé serait tranché. L'histoire était réécrite, mais des fragments de la littérature du passé survivraient çà et là, imparfaitement censurés, et aussi longtemps que l'on gardait l'ancilangue, il était possible de les lire. Mais de tels fragments, même si par hasard ils survivaient, seraient plus tard inintelligibles et intraduisibles. Si la domination était quelque chose de facile à détecter, elle ne serait pas la domination. Dénoncer la violence du pouvoir, dénoncer l'autorité de l'État, c'est une chose. Mais s'en tenir à ça, c'est ne pas voir que, pour l'essentiel, le véritable organe de la domination est en nous. Comme dirait la Boétie, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et nous ne sommes à genoux que parce que nous consentons à l'être. Nous ne sommes dominés que parce que nous consentons à obéir. Ce n'est pas seulement la peur qui nous pousse à obéir. C'est aussi notre conditionnement. Car quand nous sommes conditionnés à obéir, nous n'avons pas l'impression d'obéir. Nous avons l'impression de choisir. Et le langage est l'un des premiers outils de notre conditionnement, parce que les mots pénètrent jusque dans les pores de notre conscience pour nous faire consentir à ce que d'autres mots ne seraient pas parvenus à nous faire accepter. Trouvez les bons mots et vous n'aurez plus besoin d'obliger. Trouvez les mots qui fonctionnent, les mots qui visent juste, et vous voilà maître de la conscience d'autrui. Si Winston a désobéi, c'est parce que quelque chose en lui était plus fort que les mots.
plus fort que la pensée, plus fort que le mental, un au-delà des mots qui vient des profondeurs de l'être, des profondeurs de l'âme, et qui, lorsqu'on tend l'oreille, murmure à notre cœur quel chemin il faut suivre. Je vous remercie.